Bonjour à toutes et tous, rebonjour pour celles et ceux qui étaient déjà avec nous ce matin. Très heureux de vous retrouver pour la suite de notre programme, de cette journée événement. SASON, comme vous le savez, réunit un grand nombre d'intervenants, tous experts dans leur domaine, qui s'expriment sur différentes thématiques. Nous en avons déjà passé en revue 2 ce matin, en parlant de quantité d'eau, en parlant ensuite de qualité d'eau, et nous allons commencer cet après-midi avec la gestion des ressources naturelles et patrimoniales du Val-de-Saône. Avec la question posée par les organisateurs, la Saône, l'une des dernières rivières de plaine vivante en Europe, mais pour combien de temps encore ? Pour nous en parler, nos invités ici présents dans ce studio à Châlons sont Stéphane Wojnarowski, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, Madame Catherine Amiot, vice-présidente du conseil départemental de Saône-et-Loire, chargée de la transition écologique, du plan environnement et des mobilités douces et forêts, Monsieur Sébastien Sordel, qui est conseiller départemental de Côte-d'Or, Monsieur Patrice Noteghem, vice-président du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, et Monsieur Alain Lagarde, président de la Fédération de pêche du Rhône et de la métropole de Lyon. Bonjour et bienvenue à vous, Madame, Messieurs. Je vais vous proposer dans un instant d'entendre une présentation introductive comme nous l'avons fait pour les autres tables rondes. Mais comme vous le savez, la vallée de la Saône est un site particulièrement remarquable pour ses habitats naturels, qu'ils soient forestiers, prairiaux ou aquatiques. Et il joue un rôle majeur à l'échelle internationale, abrite une faune et une flore particulièrement diversifiées et caractéristiques parfois. Il est donc essentiel de réfléchir à des actions durables pour préserver cette biodiversité. C'est ce que vous nous direz, Madame, Messieurs, après avoir découvert ensemble cette présentation introductive qui va suivre et qui nous est proposée par Monsieur Changeux, Thomas Changeux, qui est directeur adjoint de l'Institut Méditerranée d'Océanologie à l'Université d'Aix-Marseille et qui va nous parler des enjeux liés aux ressources naturelles et patrimoniales. Merci d'avance, Monsieur Changeux. Bonjour, merci. Effectivement, je me présente, je suis à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie à Marseille. Je suis spécialiste des pêches et j'ai travaillé dans le passé sur la Saône et en particulier sur son exploitation par pêche. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Alors d'abord, la première chose pour moi qui est importante à considérer, c'est que évidemment la Saône, c'est pas simplement une rivière, mais c'est un ensemble d'habitats et des nombreux habitats différents qui sont rassemblés dans la plaine alluviale, qu'on appelle également corridor fluvial, et on en distingue différentes parties qui sont plus ou moins proches de la terre. Donc ils sont là listés: chenal, lit majeur, bras secondaire, et jusqu'à la nappe phréatique. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Un élément important à prendre en compte dans l'ensemble qui doit rester connecté. C'est-à-dire que tout ça doit pouvoir échanger à la fois de la matière, des espèces, des propagules. Et c'est pour ça qu'on a constitué des trames. Alors la trame verte pour tout ce qui est terrestre, la trame bleue qui concerne les milieux aquatiques, et puis cette nouvelle trame qui a été constituée qui s'appelle la trame turquoise, qui doit faire le lien entre la terre et l'eau. Et ça, c'est particulièrement prégnant pour ce qui est de la Saône. Alors là, ici, vous avez figuré les différents habitats dont on a parlé déjà, donc la nappe phréatique, les prairies humides, les mares, etc. Donc, est-ce que je peux avoir la diapo suivante ? Parce qu'en réalité, cette connexion, elle est absolument indispensable au bouclage du cycle de vie de certaines espèces qui vont utiliser ces différents habitats. Et à ce titre, l'exemple du brochet, il est particulièrement emblématique parce que il a nécessité d'utiliser les zones inondables, les prairies inondables, auxquelles il doit pouvoir avoir accès dès le mois de décembre et pendant pratiquement jusqu'à la fin du printemps. Et pendant toute cette durée-là, en réalité, on voit dans le cycle qui est présenté ici, il va pondre et ensuite ces petits vont se développer. Et ensuite, il va falloir que les petits retournent à la Saône et établissent leur croissance et redeviennent des géniteurs et boucler donc leur cycle de vie. Et à ce titre-là, donc, ils deviennent des espèces indicatrices, c'est-à-dire que si jamais il y a un élément qui manque, soit l'habitat disparaît, soit la connexion disparaît avec entre par exemple les prairies inondables et le cours d'eau principal, alors l'espèce disparaît. Et actuellement, par exemple, le brochet est loin d'être l'espèce dominante qu'on trouve sur la Saône, alors qu'à l'origine c'était le principal carnassier. Je reviendrai sur cette idée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc
Donc, dans une étude qui a été réalisée par l'agence de l'eau RMC, on voit la situation des différents habitats, donc qui sont des zones humides, pardon. Et donc, en données verticales, vous avez l'évolution de la dégradation, du milieu. Donc, ceux qui sont très hauts sur l'axe sont particulièrement dégradés et ceux qui sont plus en bas ne le sont pas. Donc, qualitativement, vous voyez que les prairies humides sont situées en haut avec les annexes fluviales. Et puis, à côté, donc, dans la dimension horizontale, on voit la superficie du milieu, comment elle évolue. Si elle décroît, eh ben, l'habitat est situé très éloigné du zéro. Et on voit que les prairies humides sont vraiment à la fois en décroissance qualitativement et quantitativement en surface. Diapositive suivante. Alors, devant ce constat, il y a un plan Rhône-Saône qui est en place, qui va être mis en place, qui est déjà en place, mais qu'on doit renouveler. Et il y a une enquête qui a été menée auprès d'une centaine d'acteurs. Je parle de chercheurs, des services techniques de l'État, etc., qui a été mise en place tout récemment, pour établir quelles étaient les priorités, pour mieux comprendre finalement comment est-ce qu'on allait pouvoir agir pour, disons, faire évoluer la situation plus favorablement. Et on voit que les aspects évaluation écologique du milieu, espèces invasives, alors les usages de l'eau, ils interviennent également, la qualité de l'eau de manière décroissante, et finalement les questions de changement climatique ne sont pas aussi prégnantes que cela, et c'était quand même une surprise par rapport à ce qu'on attendait. Diapositive suivante. Quand on regarde la répartition des zones humides sur la Saône dans son ensemble, et non pas sur la Saône aval seulement comme indiqué là, mais on voit qu'en réalité la répartition elle est pas homogène. Il y a des endroits où finalement il y a beaucoup de zones humides, donc qui sont importantes là sur l'histogramme, et puis il y en a des endroits qui le sont moins. Pourquoi? C'est lié en réalité souvent à des aménagements liés à la navigation ou à l'agriculture. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quand on regarde tout le bassin versant, on dispose d'informations, je dirais, assez homogènes et depuis longtemps sur des suivis qui sont réalisés avec les pêcheurs aux engins, et en particulier les pêcheurs professionnels, qui ont fourni des informations pendant de longues durées et qui montrent en réalité que c'est sur la Saône que se concentre la production. Et c'est tout à fait exceptionnel parce que dans la plupart des autres bassins français, la production va croissante au fur et à mesure qu'on descend la rivière. Et donc en réalité c'est lié à l'histoire de la Saône, à l'histoire même géologique qui veut que c'est la grande plaine alluviale du bassin Rhône-Méditerranée. Il faut savoir qu'il y avait même avant les glaciations un lac, on le connaît, qui se développait sur toute la plaine de Bresse et qui a fait finalement la richesse de cette plaine alluviale et qui explique pourquoi c'est une des régions les plus importantes de France pour la pêche. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans ce cadre-là, il faut savoir que donc c'est un milieu extrêmement riche qui est capable d'accueillir des biomasses, des quantités de poissons énormes. Et pour l'anecdote, le sandre qui était tout à l'heure bien signalé dans les captures est un poisson qui a été introduit au 19e siècle. On l'a complètement oublié, mais s'il n'y avait pas de sandre actuellement, il n'y aurait pas beaucoup de carnassiers à l'intérieur de la Saône, par exemple. Donc, vous voyez, les espèces exotiques, c'est pas toujours catastrophique. Si on se situe sur le long terme. Par contre, là, je voulais vous citer un cas très moins célèbre que le silure actuellement ou même le sandre, c'est le cas de la corbicule qui est un mollusque qui va filtrer l'eau et qui est arrivé au début des années 90 et qui a tellement filtré l'eau et en pullulant qu'il est à l'origine d'un basculement complet de l'écosystème. C'est-à-dire que là vous voyez figurer la concentration en chlorophylle qui est symptomatique de la présence de phytoplancton dans la Saône, et on voit qu'elle s'écroule complètement. Pourquoi? Parce que simplement les corbicules ont filtré complètement l'eau de la Saône et transformé la transparence de l'eau en favorisant particulièrement les macrophytes et tout le périphyton, on en parlait tout à l'heure. Et ce qui a fait que moi j'ai connu dans les années 80 et 90 la Saône qui était tous les étés avec des eaux extrêmement troubles, alors que maintenant c'est un phénomène beaucoup moins commun puisque
venu l'été, eh bien, la corbicule filtre tout. Alors, puisque c'était un sujet qu'on m'a demandé de développer, est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Je voulais parler du changement climatique avec l'exemple que tout le monde connaît bien, qui est celui de la canicule de 2003 sur les mollusques. Et donc ça s'est fait en Saône parce que grâce à Jacques Pouton, qui était un spécialiste, il est maintenant à la retraite, mais vraiment très pointu des mollusques dans la région. Et on voit donc dans le graphique en haut l'évolution du débit qui va baissant, de la température qui va augmentant. Alors c'est des tendances qui sont assez faibles, hein, mais qui sont quand même sensibles. Et puis on voit en gris le moment de la canicule, avec évidemment une très importante baisse du débit et une augmentation de la température. Et là en dessous, vous voyez les deux paramètres qui sont suivis sur les mollusques, qui sont la richesse spécifique d'un côté et de l'autre côté la densité, c'est-à-dire le nombre d'individus par mètre carré. Et on voit que ça s'écroule justement suite à l'arrivée de cette canicule. Et par contre, ça met vraiment très très longtemps à se rétablir, vous voyez, plus d'une dizaine d'années. Mais est-ce que c'est vraiment rétabli à l'identique? Est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Eh bien non, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi? Parce qu'on voit par exemple ici donc des espèces natives à gauche qui sont un petit gastéropode qui s'appelle Valvata pisctinalis ou un petit bivalve qui s'appelle Maculium lacustre, qui eux ne se remettront jamais de cette canicule, alors que la corbicule qu'on voit en bas à droite, elle, ça lui a rien fait du tout. Et un autre petit mollusque gastéropode qui nous vient de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Potamopyrgus antipodarum, Antipodarum, lui, au contraire, il s'est rétabli et il a certainement pris plus d'importance qu'avant. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante? Donc, alors j'ai pas d'études en exemple pour la Saône, mais par contre sur le Rhône, on vient de publier une étude, des chercheurs de l'INRAE ont publié une étude sur le Rhône qui montre sur une espèce extrêmement commune qui s'appelle le chevenne que tous les ans elle se reproduit un peu plus tôt. Mais vraiment, c'est très tendanciel. Et puis d'autre part, que la taille des jeunes chevennes à la fin de la saison de croissance est beaucoup plus importante qu'autrefois, c'est-à-dire qu'il a plus d'occasions de se développer. Et ensuite, ça va certainement changer les choses. Alors pour l'instant, on ne les quantifie pas très bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les processus sont en route et qu'on va voir certainement des espèces qui vont arriver. On pense par exemple à la bouvière, qui est une petite espèce très thermophile, et Apsodorasbora, qui est aussi une espèce introduite. Est-ce que je peux avoir la dernière diapositive, qui est sur la question des conclusions? Sincèrement, moi en tout cas, ce que je connais de la Saône, c'est que c'est vraiment un écosystème unique, mais je pense que tout le monde en est bien conscient, et que actuellement, c'est un des endroits les plus productifs de France en matière de production piscicole. Par contre, c'est une espèce qui a été quand même pas mal marquée, en particulier par une déconnexion du lim majeur par rapport au lim mineur, c'est-à-dire qu'elle a incisé suite notamment au dragage, et on la voit qu'elle a subi une succession d'espèces invasives. On a parlé tout à l'heure des pollutions qui étaient quand même encore très fortes, et puis de l'effet de la canicule sur certaines espèces, sur certains groupes d'espèces. Mais il y a quand même un potentiel patrimonial qui est essentiel. Il y a des habitats remarquables, en particulier, moi je pense aux platies, qui sont vraiment des endroits exceptionnels et indispensables à préserver, les roselières, et puis tous les milieux annexes. Et enfin, il y a cet usage de la pêche, moi, qui me semble essentiel et sur lequel j'insisterai sur le fait qu'il y a différentes catégories de pêcheurs et qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'à partir du moment où je pense qu'il y a un intérêt collectif, pour moi, c'est une activité quasi patrimoniale. Voilà. Et donc, pour vraiment conclure, je pense que si on inclut les usages comme la pêche, mais ça peut être aussi d'autres usages, évidemment, la baignade, on a parlé, etc., et qu'on inclut tous les compartiments de l'écosystème, une approche écosystémique, si on l'établit à long terme, peut vraiment répondre à beaucoup de questions, notamment quand on va devoir faire face soit à de nouvelles espèces qui sont annoncées, des nouvelles espèces introduites, soit évidemment au changement climatique. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Changeux, Thomas Changeux, donc directeur adjoint de l'Institut méditerranéen d'océanologie.
de l'Université d'Aix-Marseille. Je vous invite à rester avec nous, si vous le voulez bien, pour intervenir de nouveau, si vous le souhaitez, ou selon les questions qui vous seront posées, soit par nos intervenants eux-mêmes, soit par les participants qui nous suivent et qui nous regardent en direct, à qui nous proposerons, comme pour les précédentes tables rondes, de poser quelques questions à nos intervenants dans une seconde partie, après avoir échangé dans un premier temps avec vous. Et pour ce faire, comme vous le savez, où je m'adresse en particulier à celles et ceux qui nous rejoignent, vous pouvez à tout moment utiliser le chat qui vous est proposé sur l'interface de direct sur laquelle vous vous trouvez, pour poser vos questions, faire part de vos remarques et suggestions qui seront rapportées d'une certaine manière par nos modérateurs à l'issue de cette table ronde. Si vous le voulez bien, pour commencer, je vais me tourner vers Monsieur Noteghem. Monsieur Noteghem, vice-président du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et vous avez peut-être déjà connaissance d'un certain nombre d'informations qui viennent de nous être proposées par Monsieur Changeux. On ne mesure peut-être pas assez, d'ailleurs, la richesse de la biodiversité du Val-de-Saône. Et pourquoi le Val-de-Saône, selon vous, possède cette richesse qu'on ne retrouve pas toujours ailleurs en France? Est-ce qu'il y a des particularités géographiques qui permettent cette diversité et ces spécificités? Les milieux les plus riches écologiquement, ce sont les milieux là où il y a des contacts. Ce sont les lisières, ce sont les rivages, ce sont les berges, et là, il n'est même pas question d'un contact linéaire, il est question d'un contact général, puisque tout est entrecroisé d'une certaine manière. Tout est entrecroisé, et la nappe fait le lien entre le fleuve lui-même et puis tout le bassin, enfin pas le bassin, et le lit majeur. Donc on a une mosaïque de milieux, et c'est cette mosaïque de milieux qui fait son intérêt. Par ailleurs, il y a une singularité qui est liée à l'histoire humaine, puisque l'homme a aménagé le Val-de-Saône depuis très longtemps. Le milieu spontané, s'il n'y avait pas la présence de l'homme, ce serait un milieu forestier, hein, et l'homme en a tiré parti de cet espace en y installant des prairies, essentiellement des prairies au départ. Et ce sont ces prairies en elles-mêmes aussi, en tant que milieu, parmi d'autres, mais qui représente des grandes surfaces. C'est ce milieu-là, le milieu prairial, qui est d'ailleurs nuancé. Il y a des différents types assez subtils de prairies. De loin, c'est vert, c'est de l'herbe, enfin, c'est végétation courte, mais il y a des grandes nuances. Et selon que c'est inondable plus ou moins longtemps, inondé plus ou moins longtemps, selon la présence d'argile ou pas. Mais ce milieu ouvert est propice et favorable à certaines espèces, végétales et animales, qui ne tolèrent pas une fermeture de milieu. Donc là, on a des grands espaces ouverts, et donc on a une singularité régionale dans ce type d'espace. Peut-être que plus que partout ailleurs, M. Changeux évoquait la trame verte, la trame bleue, mais la résultante, la trame turquoise, plus que partout ailleurs peut-être. Ben oui, forcément, avec l'ampleur de ce fleuve et de ces milieux interconnectés, bien sûr, la trame dite turquoise est essentielle. Alors j'apporterai peut-être une petite nuance à ce que vous avez dit, en parlant de la nécessaire reconnexion de certaines annexes. Parmi la diversité des milieux, il y a des milieux qui sont sans poissons et qui sont dans lesquels on trouve des amphibiens. Et si on refait des connexions systématiques, il n'y aura plus d'amphibiens. D'accord. Parce que les poissons... il y aura une concurrence immédiate. Il faut être très subtil dans l'approche qu'on a. Ça nécessite une véritable connaissance. Bon, si vous voulez, le conservatoire, dans son d'espace naturel de Bourgogne, on a notre homologue et jumeau en Franche-Comté. Nos conservatoires ont des équipes qui sont constituées pour partie de scientifiques et de spécialistes des plans de gestion, donc de diagnostic, d'élaboration de plans de gestion et de conduite de la gestion elle-même. Hein. Donc il faut être très, très prudent et pas avoir de vision dogmatique des choses. Hein. C'est au cas par cas et avec subtilité qu'il faut considérer ça. Merci, Monsieur Noteghem. Monsieur Wojnarowski, je me tourne vers vous pour compléter dans cette première partie à vocation un peu pédagogique, je dirais, ou informationnelle sur les aspects naturalistes de notre débat. Nous ne sommes pas tous experts du sujet, mais justement, vous qui êtes conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, êtes par ailleurs
ou parallèlement, si je puis dire, président de l'Agence régionale de la biodiversité, de la biodiversité. Et à ce titre, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les choses en matière de lien entre eau et biodiversité, justement ? Merci. Alors, tout d'abord, un peu sur le ton de l'humour, le fait d'être président de l'Agence régionale de la biodiversité ne fait pas de moi un spécialiste de la biodiversité. Ils sont là à côté de moi. Au moins un amateur éclairé. Un amateur, je le suis, éclairé, je l'espère. Non, l'eau et biodiversité, le lien est évident. On sait toutes et tous que l'eau, c'est la vie. La vie sur Terre est apparue dans l'eau. Et s'il n'y avait pas d'eau liquide sur la planète bleue, sur la planète Terre, il n'y aurait pas de vie. Donc, par ailleurs, je crois que c'est Gilles Boeuf qui, dans une formule assez célèbre, dit souvent qu'un bébé humain, c'est 60% de flotte. Nous sommes à 55% constitués d'eau. Et sans cette molécule-là, cette fameuse molécule oubliée, ça c'est aussi une phrase de Gilles Boeuf, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc le lien est évident, l'eau c'est la vie, et il y a besoin d'eau potable, on le sait toutes et tous. L'importance des écosystèmes aquatiques, que ce soit les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les zones humides, les prairies, les tourbières, on en parlera probablement tout à l'heure, sont capitaux. Et sans eau, pas de biodiversité, si on veut résumer, sans eau, pas de biodiversité. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Conseil régional, j'ai en charge aussi la délégation eau. Donc c'est eau et biodiversité, et j'essaye d'être un élu turquoise du coup. Merci Monsieur Wojnarowski pour ces compléments. Madame Amiot, je me tourne vers vous également en tant qu'élue vice-présidente du Conseil départemental de Saône-et-Loire. Vous êtes en charge, entre autres sujets, de la transition écologique. Quels sont les travaux, les projets concrets en cours dans votre département qui visent à la préservation de la biodiversité du Val-de-Saône en particulier sur votre territoire ? En particulier, évidemment, vous savez très bien que les départements ont dans leurs compétences la gestion des espaces naturels sensibles, et à l'occasion de notre plan environnement qui se déploie depuis 2020, nous avons modifié notre schéma départemental des espaces naturels sensibles. Alors bien évidemment, nous continuons à développer nos propres espaces en maîtrise foncière, nos espaces naturels sensibles, mais on a voulu impulser une dynamique locale pour que les collectivités et les associations s'emparent aussi du sujet des espaces naturels sensibles, et sous forme d'une labellisation qu'on délivre sous un certain nombre de critères en termes évidemment d'entretien, de gestion et d'ouverture au public. Bien, on essaye d'accompagner ces collectivités à intégrer un réseau d'espaces naturels sensibles. Alors de façon concrète, donc je vous le disais, le département en gestion propre a un certain nombre d'espaces naturels sensibles. Pour exemple, tout près d'ici, on est en train de mettre en œuvre une zone humide avec une prairie alluviale, donc sur un petit hectare. Donc on recrée dans le cadre d'une politique de compensation suite à des aménagements donc dans le bassin de la Saône. Donc là on va créer donc une zone humide avec des mares, et puis préserver une prairie alluviale. Donc la fonction est double, c'est de préserver l'habitat du cuivré des marais, et également de préserver l'inondabilité de la zone. Donc c'est vrai que les espaces naturels sensibles, on l'a souvent à l'esprit, c'est préserver des habitats et des espèces sensibles, mais c'est aussi préserver des fonctions écologiques. Donc là c'est un bel exemple en Val-de-Saône qui est complètement approprié. Et puis donc dans ce déploiement donc de cette politique d'incitation des collectivités à labelliser ENS, on a l'exemple de l'île du Château à Verdun-sur-le-Doubs. Donc c'est une des nombreuses îles qui sont sur le Val-de-Saône. Donc là qui va bénéficier d'un plan de gestion, d'un suivi de la flore et de la faune, et puis qui va bénéficier d'un programme d'animation. Également sur Uroux-sur-Saône, là c'est une propriété du CENB. Donc un aménagement avait été réalisé par la municipalité à l'origine. C'est un dispositif un petit peu vieillissant, et donc là le département va pouvoir accompagner financièrement la réhabilitation de cet espace pour accueillir le public. Donc on est vraiment dans une dynamique pour qu'il y ait vraiment une appropriation locale de ces enjeux à l'échelle du département.
Merci Madame Amiot. Je vais peut-être vous poser la même question, Monsieur Sordel, si vous voulez nous en dire plus sur ce qui se fait ou ce qui est dans les tuyaux, si je puis dire, sans jeu de mots, dans le département de la Côte-d'Or que vous représentez en tant que conseiller départemental. Mais je me posais la question de savoir si la préservation des espaces naturels va pas toujours de pair avec l'aménagement du territoire. Tout n'est pas toujours évident, je dirais. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier tout ça, justement, sur le périmètre du Val-de-Saône et comment le département de la Côte-d'Or, en particulier, vous représentez, intervient à ce sujet. Mais je vous laisse illustrer plus largement, si vous le souhaitez, les actions diverses et variées, comme vient de le faire Madame Amiot. Je vous remercie, comme je vous remercie également de mettre en lumière, effectivement, la Saône. Alors, moi, juste pour me présenter en une phrase, donc, effectivement, je suis élu conseiller départemental de la Côte-d'Or, mais je me définis également comme un enfant de la Saône, puisque la Saône m'a vu grandir et j'ai vécu avec elle, avec ces, pas tragédies, mais en tout cas ces mouvements d'humeur, les inondations, et la Saône a nourri en tout cas ma famille depuis quelques générations. Alors effectivement, l'aménagement du territoire a souvent été pensé, je dirais, dans les dernières décennies, à tort en termes d'extension. Enfin, c'était contradictoire entre la protection finalement des espaces naturels et le développement du territoire, le développement urbain. Cependant, ces dernières années, on voit bien qu'il y a une réelle prise en compte, en tout cas, des enjeux environnementaux et qu'on remet au devant, en tout cas, l'intérêt de ces espaces. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Au-delà également de la préservation de la biodiversité, je pense que ces espaces remplissent d'autres fonctions qui sont indispensables à l'homme et à son développement. Des choses importantes comme l'approvisionnement alimentaire, la fonction paysagère, récréative, parce que c'est le cadre de vie. Le cadre de vie, c'est l'attractivité, et l'attractivité, c'est le développement économique, c'est l'aménagement des territoires. Et un point également important, ces espaces rendent des services indirects, en tout cas indirects et utiles à l'homme, que sont notamment la prévention des inondations, grâce au milieu humide, qui assure un rôle d'éponge, en tout cas, de pollinisation et de fourniture de matières premières. Alors la plupart de ces services, il faut bien qu'on le sache, je crois qu'on le sait tous d'ailleurs, ne sont pas remplaçables par des moyens techniques ou humains et pourraient être amenés à disparaître. Et c'est ça qui a vraiment, en tout cas, attiré, je dirais, la sensibilité des politiques et notamment des départements, puisque nous avons, je dirais, dans nos compétences, la préservation des milieux naturels, comme là également la région, et finalement, plus on est nombreux, mieux c'est. Mais pour moi, la préservation des espaces naturels n'a pas vocation, en tout cas, à empêcher les activités humaines, mais plutôt à les inscrire dans un développement durable. Alors pour cela, comment le département de la Côte-d'Or agit ? Je dirais que dans chacune de ces politiques, finalement, il y a une place pour les espaces naturels et leur préservation. C'est pour ça que depuis déjà 2018, le plan climat-énergie territoriale qui a été adopté découle de ce plan un certain nombre d'actions qui s'incarnent à travers l'ensemble de nos politiques. Ça veut dire que chaque action s'inscrit, que ça soit dans la stratégie d'adaptation du changement climatique, les ENS, comme l'a présenté mon homologue. En Côte-d'Or, nous avons 12 espaces naturels sensibles qui ont été labellisés, dont la réserve écologique des Maillis, plus de 250 hectares situés sur le linéaire de la Saône, et un nouvel ENS dédié aux prairies et aux forêts inondables du Val-de-Saône. Voilà, donc il y a énormément, en tout cas, de politiques qui sont orientées, et je dirais que dans chaque choix, il faut qu'il y ait une part, en tout cas la préservation de l'environnement, de la biodiversité, parce qu'elle est indissociable, je dirais, de la vie, de l'activité économique. Et le département de la Côte-d'Or, en tout cas, a ce projet ambitieux d'associer systématiquement les milieux et l'environnement et le linéaire de la Saône à ces projets. Merci Monsieur Sordel, vous interviendrez évidemment si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rebondir les uns les autres si vous avez des choses à ajouter. Mais parlons pêche maintenant avec Monsieur Lagarde, la pêche que nous avons déjà évoquée lors de l'intervention de Monsieur Changeux, qui y a fait allusion et à laquelle vous êtes sensible, notamment en ce qui concerne les réserves piscicoles et la dynamique, des espèces qui vous intéressent. Alors déjà pour notre gouverne, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette pêche de loisirs qui est sur votre territoire particulièrement diversifié et pratiquée par de nombreux passionnés? Combien sont-ils exactement sur ce territoire du Val-de-Saône? Alors le territoire du Val-de-Saône, c'est un peu difficile. On va
calculé par rapport au département du Rhône. Sur le département du Rhône, il y a 24 000 pêcheurs et il y a en gros 66% qui pratiquent régulièrement dans la Saône. D'accord. Donc ça fait en gros 6600 pêcheurs, hein, et entre 6 et 7 000 pêcheurs. Et puis avec les étrangers, parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui viennent, hein, notamment pour la carpe ou le silure, et ces étrangers, c'est hollandais, allemands, belges et anglais. Hein, donc ça fait en gros 8000 pêcheurs. Et si on remet jusqu'à la source de la Côte d'Or, enfin au-delà de la Côte d'Or, hein, même la Haute-Saône et tout, je pense que c'est entre 30 000 et 35 000 pêcheurs qui pratiquent régulièrement, je dirais. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil type de ces pêcheurs? Alors, il y a 3 types de pêcheurs. Ouais. Il y a le pêcheur qui va pêcher la friture, hein, la pêche au cou. Donc, qui sont plutôt des personnes plus âgées, hein, donc au-delà de 60 ans, qui sont à la retraite et qui ont du temps, et qui vont pratiquer la pêche notamment du gardon, mais aussi de la belette. Notamment, et puis qui vont en garder quelques-unes pour manger à l'apéro, par exemple. Et puis, il y a les jeunes pêcheurs qui sont avant tout des pêcheurs de carnassiers. Donc, le carnassier, c'est quoi? On va retrouver le brochet, dont ce Changé parlait tout à l'heure, et on en parlera un petit peu plus. Le cendre maintenant, bien sûr, puisqu'il est là, hein, donc, et en plus, il est très bon à manger, donc il y a très peu d'arêtes, donc il n'a pas de chance, lui, en plus. Et puis, maintenant, il y a la perche, qui vient par à-coups. Il y avait dans le temps, dans les années 70, beaucoup de black bass. Malheureusement, il a presque disparu. Et puis on retrouve maintenant le silure. Donc ces pêcheurs-là, c'est des pêcheurs de carnassiers qui bougent, eux, hein. Soit en bateau, soit du bord. C'est en plus jeunes, je dirais, donc, et qui n'ont pas peur de faire 2-3 kilomètres dans la journée, voire même plus. Moi, quand j'étais dans les années 70, je partais du pont de Bourgard ou de Jasson-Riyotier et j'allais jusqu'à l'entrée de Port-Rivière, à Saint-Georges-d'Ornain, et on faisait l'aller-retour. Vous voyez à peu près, donc ça fait quelques kilomètres quand même. Et bien là, c'est pareil, ils font à peu près la même chose. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est la deuxième catégorie. Et la troisième, c'est les pêcheurs qui vont sur place, les pêcheurs de carpe, par exemple, et qui, eux, vont rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, avec les nuits complètes. Voir les pêcheurs de silure aussi, hein, qui ont tendance à rester un petit peu plus longtemps. Et cela, parce qu'il y a des très, très, très belles carpes dans la Saône, il faut le savoir, hein, qui dépassent largement les 20 kilos. Très largement, donc. Et ça a toujours été. Donc, et il faut savoir que dans la Saône, il n'y a, chez nous, aucun alvinage d'effectué. C'est marqué interdit. D'accord. Donc, c'est forcément de la reproduction. Voilà, donc... 35 000 pêcheurs, hein, et 3 types de pêcheurs, et non pas un seul type de pêcheur. Alors pour illustrer un petit peu certains points qui ont été communiqués jusqu'à présent depuis le début de cette table ronde, quels sont les changements vous-même que vous observez éventuellement avec le recul dont vous disposez maintenant? Alors, les changements, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, hein, on a fait de la Saône, à juste titre ou à mauvais titre, plus ou moins un canal. Faut le dire, c'est la réalité des choses. Moi, je me souviens dans les années 70, 75, 80, on allait au bord de Saône, il y avait une quantité de joncs sur les bords, des nénuphars, et derrière, il y avait forcément plein de poissons. Et comme disait M. Changé tout à l'heure, plein de brochets, parce qu'il y en avait de partout. Donc des petits, des gros, tout ce qu'on voulait. C'est un biotope particulièrement favorable. Qui était très propice. Maintenant, on a voulu faire passer des plus gros bateaux. On a voulu creuser un canal. On est venu assez proche des berges. Il y a pratiquement plus de joncs, à part 2-3 endroits. Et M. Changeux le disait tout à l'heure, il y a encore des platis. Et j'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il y en a 80, hein, si j'ai vu dans les textes. Et je suis content de savoir qu'il y en a 80 sur la Saône, parce que c'est ça, à mon avis, qu'il faut protéger maintenant. Parce que la reproduction, elle va se faire à cet endroit-là, à l'un de ces endroits-là. Hein, et c'est là où ils vont être, ces poissons. Et si on ne les protège pas, ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu un essai en amont de Mâcon, et on en parle, mais on ne fait rien. On bouge toujours pas. Donc là, je crois qu'il va falloir qu'on travaille tous en partenariat sur la protection de ces platis, contre le bâtillage, hein, c'est pas contre autre chose. Hein, donc, et puis nous, on travaille également en partenariat avec l'Agence de l'eau, le PTB, mais aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, sur la restauration du limineur. Je disais les platis, mais aussi les chenaux secondaires, et vous en parliez tout à l'heure aussi, les launes.
Pas toutes les launes, effectivement, parce qu'on est tout à fait d'accord avec vous. Il y a des launes qui vaut peut-être mieux pas reconnecter. Et puis, il y a des launes, et puis peut-être mettre en place du bois mort dans certains coins pour faire des caches, parce qu'il n'y a plus de caches. Donc, voilà. Ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, tels que les Pays-Bas. C'est très courant. Et puis, effectivement, pour l'impact du bâtillage, et puis une valorisation écologique des matériaux de dragage. On arrive à faire, nous, dans certains secteurs, des hauts fonds. Quand on peut le faire, après, ça devient plus ou moins aplati. On est tout à fait d'accord. Mais quand on peut faire un haut fond, et nous, on le fait dans certains plans d'eau, et je peux vous dire que ça fonctionne parfaitement bien derrière. Donc il y a une reproduction pratiquement immédiate derrière. L'année d'après, on voit vraiment l'écart. Merci Monsieur Lagarde. Je reviendrai vers vous pour vous en savoir un peu plus en matière de changement sur le changement du régime de la Saône, notamment qui a longtemps été évoqué ce matin en ce qui concerne les périodes d'étiage notamment et les excès d'eau en période hivernale. Je reviens vers vous Monsieur Nottingham, puisque en introduction tout à l'heure j'évoquais la place que pouvait avoir la Saône au-delà de son propre périmètre, c'est-à-dire y compris jusqu'à l'échelle internationale, au moins européenne. On considère que la Saône est un site remarquable d'une certaine manière, et pourquoi ? Je ne sais pas si je peux vous répondre vraiment... excusez-moi. Voilà, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je peux vous répondre réellement sur ce sujet-là, parce que je n'ai pas vraiment de repères pour la comparaison avec d'autres bassins versants, d'autres systèmes fluviaux. Mais je pensais aux migrations, par exemple, oui, alors, par bien rapport sûr, à cette connexion avec d'autres espèces sur d'autres territoires. Oui, alors on sait que le Val-de-Saône est très fréquenté par des oiseaux migrateurs, que ce soit des oiseaux directement liés à l'eau ou au système prairiaux, parce qu'il y a un certain nombre de limicoles, par exemple, qui recherchent les prairies humides, que ce soit les courlis, que ce soit les vanneaux et d'autres espèces moins courantes. Et bien sûr, et donc dans les migrations nord-sud, ou en gros nord-sud, le Val-de-Saône est sur leur passage, quoi. C'est un arrêt obligé. Et en ce moment, on assiste aussi à des phénomènes positifs. Mais quelquefois, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On voit par exemple l'installation de la cigogne blanche, qui est maintenant une espèce bien abondante, comme sur la Loire d'ailleurs. Bien implantée, bien installée. Bien installée. Mais des grosses espèces comme ça, très visibles, très spectaculaires, puis sur lesquelles il y a toute... il y a une connaissance populaire, on les remarque, mais on ne remarque pas que d'autres espèces sont en très mauvaise posture, et notamment des espèces liées aux prairies, et des petits oiseaux, par exemple, comme le traquet-tarier, le tarier des prés, excusez-moi, dans le temps on l'appelait traquet-tarier, le tarier des prés, qui est une espèce qui est en très mauvaise posture, et donc c'est une espèce indicatrice de l'évolution des milieux. Et alors, je voudrais dire que le conservatoire s'est intéressé depuis longtemps à ces milieux. Il gère d'ailleurs 250 hectares en Val-de-Saône, notamment dans le secteur d'Ouroux-sur-Saône, dont une centaine d'hectares en propriété acquis depuis la fin des années, presque 2000, disons. Et on se rend compte qu'il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte simultanément, parce qu'en fait, ils vont dans le même sens. C'est-à-dire la préservation de la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale, mais aussi la prise en compte de l'intérêt des prairies vis-à-vis de la fixation du carbone dans une perspective de limitation du changement climatique. Et ça va dans le même sens. Nous, quand le conservatoire a acquis ça il y a une vingtaine d'années, a commencé à acquérir il y a une vingtaine d'années, on était prioritairement dans la protection des espèces et des populations d'espèces fragiles, sensibles. Et on se rend compte que aujourd'hui, bien sûr, il faut continuer à se préoccuper de ces espèces, et c'est notre vocation, mais mettre en avant aussi le rôle de ces milieux en manière de préservation, de limitation du changement climatique par la fixation du carbone, et aussi éviter qu'on en émette en transformant les prairies.
hein, parce que labourer une prairie, c'est émettre du carbone. Et donc, ces prairies sont efficaces pour maintenir du carbone et fixer le carbone parce qu'elles sont anciennes, parce qu'elles sont permanentes, parce que le sol est stabilisé. On vient de publier il y a 2 jours, là, je sais pas, vous avez vu, on en a parlé dans la presse, que les sols en général, ces milieux biologiques que sont les sols, fixent beaucoup de carbone à travers quelque chose qui est très peu connu, ce sont les algues microscopiques, les algues qui sont dans tous les sols. Hein. En général, si on prend globalement, les sols fixent 30% du carbone émis par nos activités. 30%, c'est beaucoup plus que ce qu'on croyait, et c'est un pourcentage d'action beaucoup plus élevé que ce qu'on croyait, comparé par exemple à ce que fait le milieu marin. C'est ça pourquoi effectivement un tout petit pourcentage d'évolution positive de la matière organique des sols peut avoir des conséquences extrêmement vertueuses en fait. Oui, exactement. Donc, et alors on se rend compte que là il y a, du point de vue de la gestion des milieux prairiaux, il y a un enjeu très important qui est de maintenir une gestion extensive. Hein, et toute intensification, même sans retournement, simplement l'intensification du pâturage conduit à ce qu'on n'ait plus de fixation du carbone et qu'on émette du carbone. Hein. Donc là, il y a un enjeu très important, à la fois climatique et à la fois biodiversité. Merci Monsieur Nottingham. Monsieur Changeux, j'ai parfaitement conscience que nous vous avons imposé un exercice difficile. Vous avez dû vous exprimer en 10 minutes tout à l'heure sur le sujet que vous connaissez parfaitement. Vous nous avez dit d'ailleurs au passage que, que parfois une espèce invasive, c'est pas si grave que ça. On a bien entendu qu'il y avait une dynamique des espèces, avec des espèces qui dominaient par moments, qui régressaient par d'autres. Puis finalement, tout ça, c'est des cycles qui sont presque aussi un peu naturels. Alors finalement, on se demande, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de l'évolution du milieu en Val-de-Saône, ou est-ce qu'au contraire, il faut se réjouir et nous dire que, finalement, la nature va reprendre ses droits d'une façon ou d'une autre? Alors effectivement, ça c'est une question importante. Hein. La nature reprend généralement ses droits. Toujours heureusement oui. qu'il y ait de la pollution ou quoi que ce soit. Après, c'est une question de qualité et puis effectivement de services écosystémiques. Hein. On en parle beaucoup. Hein. La fixation du carbone en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a la pêche, par exemple, mais il y a d'autres choses. La baignabilité, etc. Tous ces aspects-là, effectivement, c'est des usages sur lesquels finalement, certaines espèces peuvent avoir des impacts. Et ce qui est intéressant, c'est que la Saône est aux avant-postes un petit peu des introductions d'espèces. C'est elle qui a reçu la première les silures. Actuellement, on voit arriver les gobies à taches noires qui nous viennent du bassin du Rhin. On les annonce. Et tout ça fait que c'est intéressant au titre, je dirais, pour la communauté française, de zone de front, pour les espèces introduites, pour essayer de prévoir un petit peu ce qui va se passer derrière. Parce que malheureusement, on est assez peu en mesure de contrôler ça, sauf si ça arrive si on intervient au tout début. Et c'est des fois, la plupart du temps avec les bassins versants, dans une île, c'est faisable, mais dans des bassins versants grands comme celui de la Saône, c'est plus délicat et il faut une coordination internationale. Bon, malheureusement, on doit un petit peu se résigner là-dessus. En revanche, ce qui est important, c'est de maintenir, et là, ce que j'ai compris aussi dans les projets qui étaient réalisés dans les départements, c'est qu'en même temps qu'on préservait un site, on le suivait, parce qu'on s'intéresse à la fois autant au contenu qu'au contenant, c'est-à-dire que tout ça va ensemble et il faut avoir une approche à la fois globale qui permette d'évaluer tous les services rendus et qu'on optimise finalement à la fois les usages, les fonctions jouées par la biodiversité et la connaissance qui permet en fin de compte d'anticiper les choses et de prévoir. Parce que quand vous disiez qu'il fallait désintensifier l'agriculture, il faut aussi comprendre comment trouver une manière de faire en sorte quand même qu'un agriculteur puisse vivre de sa production. Alors moi, je suis agronome de formation à l'origine, même je suis spécialiste des pêches, je suis très sensibilisé à cette idée-là, et je pense que la connaissance de la nature, de la façon dont les écosystèmes fonctionnent, offre des solutions pour beaucoup de situations. On parle évidemment actuellement de
l'usage, enfin comment dire, de l'utilisation conjointe de la forêt et des champs, mais il y a plein d'autres situations qui peuvent s'inspirer de la nature pour pouvoir justement trouver des solutions durables et qui soient une manière d'optimiser les usages et les fonctions des différents écosystèmes et leurs services. Merci pour ces rappels ou ces informations pour celles et ceux d'entre nous qui découvriraient toute cette approche qui est nécessaire pour anticiper. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Juste avant de revenir vers M. Wojnarowski dans un instant, je me retourne comme promis vers M. Lagarde pour juste en quelques mots nous dire quelles sont les conséquences sur vos activités de pêche, de loisirs, je rappelle, du changement de régime de la Saône qui semble se confirmer avec, comme on le disait ce matin, des événements exceptionnels qui deviennent finalement presque la norme. Et en gros, la grande tendance, même si en termes de débit, en moyenne, les choses restent à peu près stables, on a bien compris que la répartition n'était plus du tout la même. C'est-à-dire qu'on est face à des événements d'inondation de plus en plus fréquents en période hivernale et des événements de sécheresse et d'étiage de plus en plus faibles et de plus en plus longues, des périodes d'étiage de plus en plus longues. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur votre activité? Je vais vous proposer d'enlever votre masque, s'il vous plaît. Suite au changement climatique et à l'enfoncement du lit, puisqu'il y a les deux qui jouent. Et on a vu en amont de Cournot au Mont-d'Or, c'est 7 mètres de changement. Donc c'est important quand même. Là, nous travaillons sur 2 ou 3 points, et notamment sur les suivis. Ce que disait M. Changé tout à l'heure. C'est bien beau de dire il n'y a plus de poissons, il y en a plus ou il y en a moins. Nous, effectivement, au département du Rhône, depuis 2009, on fait un suivi annuel de tous les poissons qui ont été pris, notamment tous les carnassiers. Et un suivi piscicole complet sur la Saône. Et puis, on fait un suivi des captures. Alors là, uniquement de carnassiers. Le suivi des annuels, c'est carnassiers, mais également silures et également les brèmes, les carpes, etc. Mais depuis 2015, on fait un suivi des captures de tous les carnassiers, c'est-à-dire principaux, sandre, brochet, perche, silure. Et ça, sur des secteurs bien précis sur la Saône, et régulièrement à des dates bien précises, tous les ans à la même période, etc. Et aux mêmes heures. Donc ça permet de suivre. Donc depuis 2015, on a fait aussi 4 études de travaux, notamment Chamalan, je dirais 2 ou 3, Rérieux, Tapenant. Tout ça pour un coût global de 340 000 € quand même. Et là, je dirais effectivement merci à l'Agence de l'eau et à l'Agence et à la région. Mais et qu'est-ce que ça derrière, ça a donné des travaux. Voilà, ça a amené des travaux derrière qu'on a effectués. On a créé une frayère. Sur Quincieux, par exemple, une nouvelle frayère, on a acheté une ancienne zone qui était plus ou moins creuse, de maïs. On a acheté ça, on a été maître des terrains, et puis on a créé une frayère ici en connexion avec la Saône. Et le changement climatique fait qu'on va être obligé de la reprendre, puisque le niveau baissant légèrement, elle est moins connectée qu'avant. Donc on a un peu moins de production de brochets, et c'est un peu dommage. On va reprendre ces travaux cette année. On a travaillé sur la zone humide de Boitray, que le CEN Rhône-Alpes connaît très bien, avec qui on travaille en partenariat d'ailleurs, depuis 2014. Et puis sur toutes les berges de la Saône, notamment en 2021, où on a fait des travaux, on a recréé la berge dans des endroits où il y avait du ciment de partout, des poutrelles métalliques et tout. On a tout cassé pour recréer les berges, pour réimplanter des roseaux, des nénuphars et j'en passe, un des meilleurs. Et puis on travaille énormément aussi sur tout ce qui est frayère, connexion de frayère. Parce que le changement climatique faisant que le niveau, on l'a dit tout à l'heure, baisse, tout doucement mais il baisse, ce qui fait que nos frayères sont plus ou moins connectées, ou tout du moins pas connectées forcément aussi longtemps que M. Changeux disait tout à l'heure. Il faut que ça aille au moins jusqu'à en avril, quoi. Au moins fin avril, ça serait parfait. Fin décembre jusqu'à avril, ça fait bien 3-4 mois minimum, quoi. Et maintenant, c'est difficile, on le voit, une année sur 6 ou 7. Et c'est ça le gros problème. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus pour des connexions un peu plus régulières, et puis travailler sur d'autres connexions. On a dit tout à l'heure les platies, mais
certaines launes qui étaient déjà connectées, mais les reconnecter correctement, travailler là-dessus. Et là, je peux vous dire qu'il y a énormément de travail tout le long de la Saône. Personne ne sera surpris de la complexité de la problématique. Mais c'est pour ça que nous sommes autour d'une grande table pour discuter de tous ces aspects. Monsieur Wojnarowski, comme promis, je reviens vers vous. Comme s'en sont exprimés Madame Amiot et Monsieur Sordel au niveau des départements, revenons au niveau régional pour justement faire peut-être l'inventaire non exhaustif des actions qui peuvent être menées par une région, et la région Bourgogne-Franche-Comté en particulier, en vue de la préservation de la biodiversité de manière générale sur la Saône en particulier. Alors, de manière générale, je pense que tout le monde le sait, la région est chef de file pour la protection de la biodiversité. C'est une compétence qui lui a été conférée par la loi. Et de ce fait, il n'est pas question de faire à la place d'eux, évidemment. Les départements sont compétents sur les espaces naturels sensibles. De nombreuses collectivités à l'échelle infra, que ce soit les Comcom ou les communes, s'impliquent, et fort heureusement, et de mieux en mieux, et de plus en plus sur la biodiversité. Mais néanmoins, dans le cadre de ce chef de file, nous avons collectivement et ensemble défini une stratégie régionale de la biodiversité qui est le cadre commun d'intervention pour tous les acteurs. Alors, c'est pas le cadre commun pour la région, mais bien pour le territoire régional. Et ça nous a pris un petit moment. Il a fallu 2 ans de concertation pour pouvoir élaborer cette stratégie. Mais je le souligne parce que c'est pas si fréquent que ça. Elle a été adoptée à l'unanimité de tous les groupes politiques de la région. Donc, c'est plutôt de bon augure. Et dans cette stratégie, il y a évidemment des orientations stratégiques et certaines qui sont à destination de l'eau et des milieux aquatiques. Je n'oublie pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a 44 000 km de cours d'eau et un certain nombre de tourbières et un certain nombre de zones humides. Au niveau des compétences, autre compétence importante, la région classe des réserves naturelles régionales et finance leur fonctionnement. Il y a de nombreuses réserves naturelles régionales qui sont liées aux milieux humides, des mares d'Aile dans le Morvan, des petites mares, des tourbières évidemment, celle de Frasnes dans le Haut-Doubs, le Haut-Jura, celle du Morvan, celle de la Grande Pile en Haute-Saône, je vais y revenir dans un instant. Et puis on a 2 réserves naturelles régionales qui sont à thématique, j'allais dire, eau et vallée fluviale, puisqu'il y a la Loire bourguignonne sur la partie ouest de la région, et puis sur la partie est du côté du pays de Montbéliard, on a la basse vallée de la Savoureuse. Et puis sinon, la région s'implique évidemment financièrement, puisqu'on est chef de file, mais on a aussi des politiques en matière de diffusion, d'acquisition des connaissances. On a des politiques en faveur des classes environnement, en faveur de certains appels à projets sur les vergers de sauvegarde, bocage et paysage. Et je n'oublie pas évidemment le soutien à l'Agence régionale de la biodiversité. Alors vous m'avez demandé spécifiquement dans le Val-de-Saône, sur la vallée de la Saône. Ça nous intéresse aujourd'hui. Bien sûr. Donc dans le panel de règlements que je viens d'évoquer, je pense à 4 actions en particulier. Nous sommes sur le Grand Chalon et nous avons accompagné un certain nombre de restaurations écologiques de prairies humides, d'aménagement de mares et de travaux d'entretien sur la ripisylve et d'extension de roselières. Vous en parlez tout à l'heure sur la Thalie, donc sur le territoire du Grand Chalon. Je parlais tout à l'heure des réserves naturelles régionales. Alors je n'oublie pas, si on remonte le cours de la Saône, qu'on arrive sur des plus petits cours d'eau, en particulier l'Oignon ou la Lanterne, qui sont tous les deux connectés à la tourbière de la Grande Pile, en Haute-Saône, qui est une réserve naturelle régionale. Et donc en classant ce territoire et en suivant ce territoire, on protège la quantité, la qualité de l'eau. Patrice, tout à l'heure, parlait de l'importance d'avoir des prairies fonctionnelles. On peut ajouter l'importance d'avoir des tourbières fonctionnelles, parce qu'une tourbière qui s'assèche, c'est une tourbière qui relargue du carbone. Et les tourbières sont des milieux particulièrement importants dans cette lutte contre le changement climatique. Et puis, on a des opérations plus ponctuelles. Alors, je parlais tout à l'heure d'appel à projet verger de sauvegarde ou bocage. Les haies sont éminemment importantes dans le contrôle de la descente de l'eau, on va dire, vers les cours d'eau. Et puis aussi dans ce qu'elles apportent comme milieu de protection pour la biodiversité. On a eu dans le Val-de-Saône une opération particulièrement emblématique à Viray-le-Grand qui a été faite en 2009. Et cette opération a été expertisée parce qu'on a cette particularité, c'est qu'on fait expertiser ensuite les opérations sur lesquelles on s'engage et les résultats sont excellents aujourd'hui. Puis je terminerai en parlant aussi d'actions de sensibilisation que nous accompagnons aux côtés d'associations FNE, BFC sur le retour et la présence du castor sur la Saône et ses affluents.
Je pense que c'est important aussi de parler de ce mammifère, même si je sais que derrière, il y a parfois des sujets, mais en tous les cas, on accompagne sur ce point-là. Voilà, je pourrais multiplier les exemples à l'envi, ça ferait un peu catalogue, mais je voulais quand même cibler sur le Val-de-Saône en particulier. Je disais en introduisant ma question que votre inventaire ne serait peut-être pas exhaustif, mais il me paraît tout à fait, en tout cas, très bien illustrer les actions principales que vous menez dans ce domaine de la région. Juste avant de nous tourner vers notre public, puisque comme vous le savez, nous allons leur proposer dans un instant, par le biais de notre modérateur qui sera leur porte-parole, de prendre quelques questions à votre attention qui ont pu être posées pendant nos échanges. Je voudrais juste revenir une dernière fois à ce stade, vers Madame Amiot et peut-être Monsieur Sordel, mais juste pour réagir à ce qui vient d'être dit concernant la région. Monsieur Wojnarowski faisait remarquer que les décisions ont été prises à l'unanimité autour de ce sujet de la préservation des ressources. Sur la SRD. Voilà. Alors, pas sur tous les sujets, vous faites bien de le préciser, parce que c'est un début, mais il faut continuer. Si je comprends bien, il faut continuer. Blague à part, je me demandais si au niveau des départements, vous avez l'impression que ce sujet de la préservation des ressources naturelles et patrimoniales en matière d'espaces naturels et d'espaces remarquables comme le Val-de-Saône, est-ce que vous avez l'impression que la société est prête à entendre ça et que toute sensibilité confondue, il y a un certain consensus autour de ces sujets? Oui, nous aussi au département. Les choses sont peut-être, nuancées d'un département à l'autre. Par exemple, M. Sordel nous dira. Peut-être différent, effectivement, mais non, nous, au niveau du département de Saône-et-Loire, évidemment, les politiques qu'on mène et le déploiement du plan environnement qu'on a voulu ambitieux dès le départ a été évidemment adopté à l'unanimité. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un travail collaboratif au sein du département avec toutes les autres collectivités. Alors, on n'a pas hésité, par exemple, à s'adosser au dispositif de la région concernant les plantations d'arbres et de haies. Donc on n'est pas sectaire. Quand il y a des bonnes idées, des bons dispositifs, on n'hésite pas à aller dans le même sens pour en faire la promotion et faire que ça puisse bénéficier encore plus. C'est en soi une illustration de ce que je viens de dire. Voilà, tout à fait. Donc au niveau de la région, et puis je le disais, dans la volonté aussi d'accompagner les collectivités aussi avec une aide financière, parce que c'est aussi là le nerf de la guerre, c'est qu'on accompagne de façon très volontariste l'émergence des dispositifs, et je crois que ça fait l'unanimité. Mais on essaye de faire en sorte que la biodiversité passe au rang des priorités dans toutes les politiques à tous les échelons, et je crois que c'est important. Merci Madame Amiot. Monsieur Sordel, nous sommes arrivés pile au moment de prendre les questions telles que nous l'avons prévu, mais je vous invite en 30 secondes à approuver ou pas l'intervention de Madame Amiot. Est-ce que vous pensez que les choses vont dans le même sens? Tout à fait, ça va exactement dans le même sens. Il y a vraiment aujourd'hui une unanimité, que ça soit au niveau des élus, mais je pense également à un très bon accueil de la part de la population ou des utilisateurs finalement de ces différents milieux. On a toujours parlé de patrimoine. Quand on parlait de patrimoine, on parlait de pierre. Aujourd'hui, on se rend compte que le patrimoine, c'est aussi les espaces naturels dans lesquels on vit, qui nous ont été légués par nos aïeux et que la nature nous offre. Donc, et leurs conséquences, comme les paysages, comme les ressources naturelles pour la pêche de loisirs, par exemple, etc. On parle bien d'adaptation. En tout cas, il faut s'adapter et accompagner, en tout cas, ces milieux. Merci pour cette précision. Donc je me tourne comme convenu vers le chat d'une certaine manière, donc l'espace de discussion qui vous a été proposé depuis ce matin. Et pour ce faire, je vais inviter Nicolas Terrel, qui est responsable du pôle milieu naturel à l'EPTB Saône-et-Doubs, de nous faire part de ces quelques questions qui ont pu aboutir, en tout cas une sélection de questions, parce que bien évidemment, comme vous l'imaginez, nous ne pourrons pas répondre à chacune d'entre elles, mais je vous laisse, et je compte sur vous, Nicolas, nous faire une sorte de synthèse et de nous faire part des questions les plus récurrentes. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Effectivement, sans surprise, sur le chat, les débats ont beaucoup tourné autour du lit mineur. Ça correspond un petit peu au débat que vous avez eu sur le plateau. Donc, quand on parle lit mineur, on parle évidemment de la Saône, mais de son état de conservation des habitats du lit de la Saône, mais aussi à la gestion aussi des espèces, notamment du stock piscicole. Donc, on a beaucoup tourné autour de l'impact notamment du bâtillage, donc dû à la navigation, mais aussi un débat assez conflictuel, on doit l'avouer, autour de la gestion piscicole par rapport aux différents types de
pêche, donc pêcheurs professionnels mais aussi pêcheurs amateurs. Donc je ne sais pas si on pourra y revenir tout à l'heure sur le plateau, mais en tout cas c'est vrai que les questions ont beaucoup tourné et les débats ont beaucoup tourné autour de ces deux problématiques. Au-delà de ça, il y a quand même une question plus positive, on va dire, qui est le retour de deux espèces, pour parler vraiment biodiversité, qui sont aujourd'hui le castor, donc retour avéré du castor sur la Saône, mais aussi le retour annoncé, on va dire, de la loutre. Et la question qui se pose donc aux intervenants sur le plateau, c'est est-ce que ce sont des signes annonciateurs plutôt positifs d'un bon état de conservation retrouvé de la Saône ou pas ? Ah, bonne question. Alors ça fait écho à celle que je vous posais tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des indicateurs plutôt de bon état ou de bonne orientation ou le contraire? Monsieur Changeux, vous pourrez bien sûr intervenir. N'est pas très exigeant au point de vue de la qualité de l'eau. Ce qui compte pour lui, c'est les ressources alimentaires riveraines, notamment des bois blancs, enfin du saule en particulier. Et pour le reste, il est très tolérant. Très tolérant. Il n'en va pas de même pour la loutre, qui est dépendante pour son alimentation d'une diversité piscicole et d'espèces dont elle peut se nourrir, évidemment. Mais on voit que pour retrouver des espèces comme celle-ci qui avaient disparu il y a fort longtemps, le castor il y a très très longtemps, la loutre moins longtemps, il faut des décennies pour que se rétablissent des populations. Quand j'étais étudiant à Lyon, dans les années 70, j'avais vu un des premiers castors qui s'était échoué contre une pile de pont. Là. Ça m'avait étonné. Bon, il commençait à remonter naturellement d'ailleurs. Et donc la loutre, oui, ça fait plaisir de savoir qu'elle arrive. Elle arrive du Massif central. Hein. Elle a fait du chemin pour arriver dans le Val-de-Saône. Hein. Donc en remontant par la trame turquoise. Et puis elle repasse de l'autre côté. Voilà, il y a une trame bleue, et un petit peu de trame verte parce qu'elle passe dans les prairies, et puis elle redescend de l'autre côté. Donc ça c'est bon signe. Mais c'est toujours préoccupant de se dire que on a des choses qui sont très positives et on ne peut que s'en féliciter. Et il y a des choses qui vont pas bien du tout par ailleurs, mais qui sont beaucoup plus discrètes. Hein. Et par exemple, du point de vue de la faune des prairies, il y a quand même un effondrement assez net du point de vue des insectes. Hein. Et ça, c'est le contexte général des pollutions, des pollutions dues aux insecticides, dues à des pratiques agricoles qui sont pas durables, qui ne sont pas durables. Et donc, pour revenir aux aspects gestion des milieux, concernant les prairies de Saône qui quand même constituent le paysage, le grand paysage, hormis le lit mineur, le grand paysage, ce sont les prairies, eh bien, il y a vraiment une nécessité d'en arriver à des gestions extensives avec retard de fauche. Alors, ça se fait pas à n'importe quelle condition. Et le but, c'est pas de faire des cloches, c'est de faire ça en partenariat avec les exploitants agricoles. Sur les 250 hectares qu'on gère, on a des conventions, on loue nos parcelles à des agriculteurs avec des cahiers des charges. Vous voyez, c'est donc dans la relation, c'est une gestion humaine partagée du milieu. C'est pas voilà. Merci Monsieur Nottingham. Je vais proposer à Monsieur Changeux de compléter, mais tout de suite après, du coup, puisque vous avez cité les agriculteurs, je vais faire appel à cette qualité également de Monsieur Sordel qui est présent parmi nous, peut-être pour réagir par rapport à ce qui vient d'être dit là-dessus et nous faire part de son point de vue. Monsieur Changeux, on a compris qu'il n'y avait pas que le plancton et les chlorophylliens qui posaient problème en tant qu'aliment de base à toute une chaîne alimentaire. On vient de citer les insectes également, dont on peut constater un certain effondrement. Voilà, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles dans tout ça ou est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers qu'il faut retenir suite à la question qui a été posée sur le chat? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont tout à fait vraies. Et si on arrive à avancer sur ces points, ça sera déjà très très bien. Parce que je pense que là, disons, il y a la dimension humaine, en tout cas que je pense qui est essentielle. C'est l'appropriation des questions. Et si demain, vous me dites que avec les agriculteurs, on arrive à s'entendre pour que les surfaces en maïs soient contenues, voire diminuent, et qu'on réhabilite les prairies permanentes, voilà, je pense que ça, ce sera des choses importantes. Et c'est pour ça que moi, qui suis pourtant spécialiste des systèmes aquatiques, je vois vraiment le Val-de-Saône comme un tout. Et je pense que ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'il y ait une approche de l'écosystème dans son ensemble avec l'homme dedans. Voilà. Et l'homme dedans, c'est essentiel parce que c'est lui qui va faire basculer les choses
à son échelle, parce qu'évidemment on subit, je parlais des espèces invasives, mais ça peut être aussi le changement climatique ou des grandes tendances. Mais par contre, si on veut s'adapter localement et avoir quelque chose de plus durable, qui a un peu plus de résilience, et là on peut intervenir si on documente, si on suit, si on donne de la valeur aussi à l'amélioration des connaissances. Et c'est pour ça que je pense que, à ce titre, la Saône, avec tout son caractère patrimonial, c'est un petit peu un laboratoire. Et que je pense que c'est vraiment un endroit actuellement, en tout cas dans le bassin du Rhône, qui mérite une attention particulière en ce moment. Et qu'on s'y attache. Ah oui, beaucoup plus, parce que le Rhône a bénéficié en réalité de beaucoup d'études, beaucoup plus que la Saône, pour des tas de raisons qui sont tout à fait normales, mais là actuellement peut-être que avec le recul des 20 dernières années, pendant lesquelles j'ai pu suivre la situation, sincèrement je pense que ce serait vraiment intéressant d'accentuer cet effort de connaissance, sachant qu'en plus le contexte social et le contexte d'acceptation de la question environnementale est très favorable. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors, c'est vrai, j'habite Marseille, donc je suis peut-être pas très légitime à dire cela, mais j'ai connu vraiment la Saône dans une situation où comment dire, il y avait quand même des conflits très forts. Je pense qu'il y en a toujours, mais ce que vous me décrivez quand même montre que il y a des possibilités. Voilà, donc moi je suis plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous seriez plutôt optimiste. Très bien. Je souriais à votre évocation de il faut mettre l'homme dedans. Et je me disais quelque part, si certes l'espèce humaine est composante de la biodiversité, c'est quand même probablement l'une des espèces les plus invasives en la matière. Monsieur Sordel, quelques mots là-dessus, suite à l'évocation, à l'intervention précédente de Monsieur Noteguet, mais tout de suite après, nous retournons vers Nicolas Terrel pour une ou deux questions supplémentaires. Je vais être très bref. Effectivement, je vais changer de casquette. Je vais prendre ma casquette d'agriculteur. En tout cas, je suis content de participer et d'entendre ces experts. Je pense qu'effectivement, nous avons connu en agriculture des heures qui n'étaient pas, des heures peut-être un peu sombres, parce que c'est l'industrialisation qui nous a permis, c'est-à-dire que la puissance mécanique nous a permis d'aller labourer des terres qui ne l'étaient pas auparavant par nos aïeux. Mais voilà, l'agriculture est un modèle, est un mode économique, est un mode qui a besoin aussi de rentabilité. Donc dans cette période, oui, il ne s'est pas forcément fait que des bonnes choses, mais il y a une réelle prise de conscience, comme je le disais tout à l'heure, à tout niveau, y compris des agriculteurs. Et aujourd'hui, l'intérêt est vraiment à la préservation de la diversité. Nous savons que nous avons besoin de certains insectes. Nous savons que les sols sont un capteur important de carbone. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'évolution. Nous sommes passés d'une période où il y avait pratiquement un modèle d'agriculture, où on allait avec des extrêmes, avec de la monoculture de maïs. Aujourd'hui, à une agriculture qui est en train de se diversifier par différents modèles. Je peux prendre par exemple, puisque je le connais bien, l'agriculture de conservation des sols. On l'appelle comme ça, tout simplement, parce qu'on revient, comme le faisaient nos ancêtres, à ne plus avoir un sol nu. Un sol nu, c'est ce qu'il y a de plus polluant. Donc, dès que la culture est récoltée, il y a un couvert permanent, ce qui permet d'avoir de la biodiversité, des insectes. Et il y a une réelle sensibilité là-dessus, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique agricole n'est pas que sur la production, c'est plus la quantité, mais c'est la qualité et la valorisation locale. La conservation des sols, ça parle à pratiquement tous les céréaliers aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde est à peu près au courant. Mais qu'en est-il de la replantation de haies, par exemple? Est-ce que ça vous paraît cohérent dans notre région et accessible pour vous? Alors c'est tout à fait cohérent. Pour moi, je suis élu local, je suis agriculteur et maire. J'ai replanté des haies sur ma commune, voilà. J'en suis la preuve. Grâce à l'aide de la région. Tout à fait. Merci à la région. Mais voilà, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est vraiment du patrimoine. Et une haie, c'est simplement que si vous dites à l'agriculteur, je te mets une haie au milieu de ton champ, et que c'est une contrainte, il ne peut pas l'accepter. S'il dit, je te mets une haie qui va t'amener de la biodiversité, permettre à certains insectes qui vont venir détruire certains ravageurs, ça match. Il n'y a pas de souci. Sans parler d'éventuels c'est un travail commun. Ressources fruitières ou bois énergie ou autres qui font partie aussi de la. Vous savez qu'en Val-de-Saône, il y a un bocage très particulier dont l'essence principale, c'est un frêne, mais pas le frêne élevé qu'on connaît bien, mais le frêne oxyphile, qui est beaucoup plus résistant que le frêne élevé à la calarose, une maladie dont souffre. Et donc, développer les plantations de haies, et dans la zone de Roux-sur-Saône, on en gère, c'est important, mais il faut aussi, pas simplement les avoir et broyer sur place pour les tailler. Il faut faire de l'exportation de matière organique, ainsi de suite. Donc, c'est dans une fonctionnalité qu'il faut considérer le renforcement du bocage. Alors, il ne faut pas non plus
en Val-de-Saône mettre des haies de manière trop dense. Mais rassurons-nous, avant que ce soit dense... Il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Il faut un réseau très lâche, mais un réseau bocager en Val-de-Saône serait très bien. Merci pour ces échanges très intéressants. Nicolas, je me retourne vers vous pour laisser encore la parole quelques minutes à nos auditeurs à travers vos questions. Alors le lien est tout fait vers la seconde question, puisque vous avez commencé de parler à nouveau de l'agriculture, et sur le chat, on nous rappelle que au-delà de la qualité, de la quantité de la ressource en eau, l'agriculture contribue énormément au maintien de la biodiversité sur le Val-de-Saône, mais partout ailleurs aussi, hein. Et donc on rappelle que l'élevage notamment, qui est effectivement un enjeu clé du maintien de la biodiversité sur notre territoire, l'élevage se porte mal et se pose certaines questions. En tout cas, les personnes qui sont sur le chat se disent mais que va-t-il advenir des modes de soutien à cette agriculture qui préserve au mieux finalement les espaces naturels comme les prairies et toute la faune qui va avec. Donc il y a vraiment un point de vigilance par rapport à ça sur le chat. Et on se demande est-ce que les outils qui existent aujourd'hui vont être pérennisés à l'avenir. Merci beaucoup. Alors là, on est en plein paradoxe, hein. C'est pas le moindre des paradoxes sociétaux que nous connaissons bien. L'élevage est au cœur de diverses polémiques, comme vous le savez. Alors, quand certains souhaitent le voir diminuer, voire disparaître, d'autres proclament en avoir besoin. Et on a bien compris depuis ce matin, aussi bien en termes de gestion de quantité que de qualité d'eau, on en parle encore cet après-midi, y compris en évoquant les ressources naturelles et patrimoniales. L'élevage est encore au cœur des débats, quelque part. Donc, quels sont vos points de vue respectifs? Alors, il nous reste que 3 ou 4 minutes pour répondre. Donc autant vous dire que nous n'aurons pas le temps de refaire une table ronde spécifique sur ce sujet, mais peut-être un mot ou deux rapidement, M. Wojnarowski. Non, si vous me permettez, je vais faire allusion à un conseil d'administration que nous avons eu pas plus tard que mardi dernier au sein de l'ARB sur un sujet qui n'est pas directement lié au milieu aquatique, mais qui est hyper sensible en matière d'environnement, qui est la présence du loup. Et je veux juste dire que pendant toute une journée, comme ce qui est fait ici aujourd'hui, on s'est mis autour de la table, les agriculteurs étaient présents, la Chambre régionale d'agriculture était présente, les naturalistes étaient présents, les services de l'État étaient présents, et sur ces sujets qui sont éminemment sensibles, qui peuvent s'enflammer pour un rien, il faut à un moment donné trouver des lieux où on se débarrasse de nos éléments de langage, on se débarrasse de nos postures, et on essaie d'avancer ensemble. Parce qu'il y a eu début septembre, le Congrès mondial de la nature à Marseille, qui nous a dit on a 10 ans pour agir. Le chronomètre s'est enclenché, c'était il y a 6 mois, on a 9 ans et demi pour agir. Et moi, ça me parle, 9 ans et demi, j'ai 7 ans de mandat devant moi, un peu moins maintenant. Et je me dis que si dans 7 ans, quand je rendrai mon mandat, on n'a pas avancé sur ces questions de l'eau, sur ces questions de l'élevage, sur cette question de travailler ensemble pour la biodiversité. Il faut entendre des choses qui ne plaisent pas forcément aux uns et aux autres. On se sera planté parce que, je vous rejoins complètement, 1,8 million d'espèces connues sur cette planète, à peu près 10, 20 millions, peut-être une Homo sapiens sapiens qui a un impact relativement sérieux sur les autres et qui oublie souvent que sans les autres, elle n'est strictement rien. Sans les plantes vertes, pas d'oxygène. Enfin, je ne vous fais pas toute la litanie, mais sans les autres, nous ne sommes rien. Donc, nous faisons partie intégrante de la biodiversité. Il y a des questions éminemment sensibles à résoudre. Il faut absolument s'en saisir et s'en saisir dans la plus grande concertation, sans pour autant gommer nos convictions. Je pense qu'on n'a pas les mêmes ici autour de la table, mais c'est pas grave. Il faut absolument qu'on avance. Merci beaucoup, M. Wojnarowski. Juste un mot, M. Notteghem, si vous voulez réagir à cette question. Moi, je pense qu'un aspect très important, c'est la cohérence des politiques publiques. On ne peut pas dire une chose d'un côté et puis après faire apparaître une priorité qui va effacer ce qu'on a dit avant. Donc là, il y a quelque chose d'absolument essentiel et c'est dans le dialogue qu'on peut trouver la cohérence des politiques publiques. C'est pas dans l'affrontement en disant moi j'ai ce budget et puis ma barrière, ma limite est là et t'occupe pas de ça. Non, il faut qu'il y ait de la transversalité à la fois dans les services au sein des collectivités, quels que soient les niveaux, entre les collectivités, entre les structures d'appui comme les conservatoires par exemple, qui sont financés par le Conseil régional et l'État, ainsi de suite, entre autres, voilà, et les départements, bon, et donc on s'en réjouit, et donc et aussi la complémentarité, je dirais même, puisqu'on est ici, avec le PTB, on fait pour partie le même métier, le conservatoire et le PTB sur certains domaines, donc il faut qu'on soit plus cohérent, plus complémentaire, et qu'on recherche
aussi la cohérence dans nos pratiques. Si vous le permettez, je vais conserver cette dernière intervention comme en guise de mot de la fin, si vous le voulez bien, Monsieur Motteghem, puisqu'on a bien compris que vous étiez prêts et disposés les uns et les autres à vous retrouver en d'autres circonstances autour de la table, autour de la Saône, pour continuer à discuter et encore plus largement, peut-être grâce à la présence des participants et des participantes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Je voudrais juste vous remercier en vous proposant de rester encore quelques instants avec nous. Merci Monsieur Wojnarowski, Madame Amiot, Monsieur Sordel, Monsieur Notteghem, Monsieur Lagarde et Monsieur Changeux, bien sûr, qui aura contribué à différentes reprises au bon déroulement de cette table ronde. Merci pour vos illustrations. Mais comme nous l'avons fait ce matin entre nos deux tables rondes, je vous propose maintenant de passer à la partie consultation avec un deuxième sondage qui vous est proposé. Comme ce matin, entre ces deux temps d'échange, il est temps pour vous maintenant de nous donner de nouveau votre avis. Et vous retrouverez donc sous la fenêtre de notre direct un bouton sur lequel je vous invite à cliquer, comme ce matin, pour participer à notre sondage, où j'en informe ceux et celles qui nous auraient rejoints depuis. Il s'agit maintenant de 4 questions, il y en avait 5 ce matin, qui vous sont posées pour mieux connaître votre vision du Val-de-Saône à travers les différents acteurs que vous représentez. Vous êtes ainsi invité à donner votre avis sur les propositions qui vous sont faites. Vos réponses seront présentées lors de notre restitution qui aura lieu tout de suite après la 4e et dernière table ronde de cette journée. Et vous avez donc maintenant 1 minute pour répondre. Le temps pour nos invités de quitter cette table dans un instant pour laisser la place aux invités suivants. C'est parti pour 1 minute.